Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis heureux de vous retrouver avec un petit peu de retard pour des raisons, on va dire, techniques de maintenance, de mise à jour de mon plugin, de mon logiciel de diffusion. Jamais mettre à jour un logiciel de diffusion en direct quelques minutes avant. Voilà. Je sais même pas si ça marche. Faites-moi signe si ça marche. Ok, c'est bon. Je vois pas, hein, mais bon, on va dire que c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue au Good Morning Trading. On a pas mal de choses à se dire. On voit enfin du rouge, une couleur qui était un petit peu inconnue ces dernières semaines et ces derniers mois. Alors, pourquoi on est rouge? Parce qu'on a quelques petits doutes sur la reprise de l'économie américaine et mondiale. Je vous ai beaucoup parlé des chiffres du chômage de vendredi, des chiffres de création d'emplois de vendredi qu'on attendait à 750 000 créations d'emplois au mois d'août et on en était à un tiers, 250 000 seulement. Donc ça pèse toujours parce que ça induit un doute. Et je vous avais beaucoup parlé hier matin de l'importance du livre beige, le Beige Book de la Fed, et on n'a pas été déçus. Alors, il n'y a pas eu énormément de volatilité, mais après relecture du livre, on a les marchés asiatiques, on a les marchés futurs américains, futurs européens qui se mettent à baisser. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Donc dans le livre de la Réserve fédérale, il est noté, donc je cite, que l'économie avait légèrement rétrogradé dans un contexte de prudence face à la propagation du variant Delta du coronavirus. Donc la Fed a acté que l'économie américaine avait légèrement rétrogradé. Donc quand on rétrograde, c'est qu'on n'est pas du tout, mais alors pas du tout en phase d'accélération. Et ça coïncide exactement avec les chiffres de création d'emplois qui sont 3 fois moins importants qu'attendu. Je vous rappelle que la réunion de la Fed avait lieu pile un mois avant et qu'ils ne connaissaient pas encore les chiffres des créations d'emplois. Ça veut dire qu'ils avaient déjà une belle vision de l'ensemble, mais on est peut-être un petit peu plus que légèrement rétrogradé quand on passe de 750 000 espérances de création d'emplois à 250 000. Imaginez si dans, 2-3 mois, on se retrouve avec des créations d'emplois à 50 000 créations d'emplois par mois aux États-Unis. Ça pourrait faire très mal. Donc, c'est pour ça qu'on a tous les marchés qui rétrogradent. Alors, en très bel ordre de marche, je vous montrerai le seul trade que j'ai passé sur le Nasdaq. Alors, je traiterai beaucoup plus. J'ai hâte la semaine prochaine, mais là, je travaille jour et nuit. D'ailleurs, je suis peut-être pas super en forme. J'ai quasiment repassé nuit blanche. J'ai dormi 2 heures. Mais je tiens parce que voilà, c'est l'excitation de lancer de nouveaux projets qui me tiennent à cœur. Et je vous en parlerai, je pense, demain, parce qu'il sera suffisamment avancé pour que je m'avance pour le lancement lundi du projet. C'est compliqué, voilà. Demain, je vous en parle. Si je repasse une bonne nuit blanche encore, voilà, j'aurais bien avancé. Donc, important. Premier point, États-Unis, on n'a pas des bons signes et ça a été confirmé par le livre bouge de la Fed, donc les indices rétrogrades, et on a notamment les indices les plus faibles qui se prennent la plus grosse claque. Et quel est l'indice le plus faible aux États-Unis? Entre le Dow Jones, le Nasdaq, le Russell et le S&P 500, vous avez 3 secondes, 1, 2, 3, c'est le Russell 2000, bien entendu, donc oui, se mange bien une petite claquouse. Et ce matin, le Russell 2000 est à moins 0,70, tandis que les autres indices américains sont à moins 0,30, donc il est déjà beaucoup plus... il accélère déjà un petit peu la baisse. Ça, c'est le premier point à faire classer. Second point, mais je vais en profiter pour reprendre un petit peu mon souffle, et avant de vous donner le second point, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas de vous abonner. C'est la seconde pub. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous. Voilà, parce que c'est hyper motivant et j'espère que la chaîne va se développer, avoir plus d'auditeurs, plus d'interactions égale plus d'idées égale meilleure chaîne égale plus de monde égale plus d'interactions égale blablabla. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux keynésien. Je vous en parlerai un jour si vous voulez. Ça marche pour l'économie, ça marche pour les relations amoureuses, plutôt bien, et ça marche pour les chaînes YouTube aussi et pour la motivation
des gens qui les font, c'est-à-dire moi, voilà, je suis le seul à le faire, et c'est pour ça que j'ai pas une équipe, un vrai entre guillemets youtubeur, à une personne qui gère le chat en direct, une personne pour la diffusion, une personne pour la lumière, les différentes prises de vue de caméra. Attention, caméra 1, caméra 2, caméra 3, voilà, comme vous voyez, je suis tout seul, donc il n'y a qu'une caméra. On ne fait pas de plans différents. Deuxième point important aujourd'hui, maintenant qu'on a classé un petit peu l'affaire américaine, c'est la BCE. Et là, la BCE, j'ai pas mal de choses à vous dire. On verra les heures, mais ce qui est important aujourd'hui de bien comprendre, c'est comment fonctionne, je vous fais en mode très rapide, la BCE. La BCE a un programme de rachat d'actifs dans le cadre du plan PEP. Alors qu'est-ce que c'est le plan PEPP? C'est le programme d'urgence face à la pandémie. Ça veut dire que c'est le premier plan d'intervention sur les marchés de la BCE. C'est le plan d'urgence face à la pandémie. Et les investisseurs s'attendent à ce qu'il se réduise. Si la pandémie se réduit en Europe, ils vont baisser ce plan d'intervention. Alors c'est quand même un plan qui est fort, parce que ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a une baisse des rachats d'actifs tous les mois dans le cadre de ce fameux plan d'urgence face à la pandémie. Ils investissaient des rachats d'actifs. C'est aussi un investissement pour la BCE. On était à 80 milliards d'euros par mois. C'est pas mal, hein, ça fait entre 2,5 et 3 milliards chaque jour pour soutenir les marchés. Je vous invite à regarder le volume total, par exemple, du CAC 40. Ils ne mettent pas 3 milliards pour soutenir le CAC 40, hein, sinon ça s'envolerait. Ils y vont sur... il y a 27 pays, donc ils soutiennent toute l'économie, toutes les bourses. Il y en a même le Belvin qui en profite. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Belvin comme indice, c'est un torse, c'est l'un des meilleurs indices mondiaux. Voilà, je dis ça parce que j'ai bientôt allé à Bruxelles, donc je vais me faire des copains. Voilà, salut les Bruxellois. Qu'est-ce que j'étais en train de dire comme connerie là? J'ai perdu le fil. Oui, donc 80 milliards d'interventions dans le cadre de ce programme d'urgence face à la pandémie. Et on est actuellement à 65 milliards. Donc ça a quand même baissé de 15 milliards par an. La question, c'est que la BCE a un deuxième plan classique de rachat d'actifs, dit le APP. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont avec les P, donc on a le premier plan qui est le PEPP, donc le plan d'urgence face à la pandémie, et on a le plan classique de rachat d'actifs qui est le APP. Donc si vous suivez bien, le PEPP est passé de 80 milliards par mois d'intervention à 65 milliards, donc ça baisse parce que c'est lié au Covid, donc moins de Covid, moins d'intervention sur les marchés. C'est bien, ça risque de continuer, à moins qu'on ait un nouveau variant qui se mette à surgir et que ça continue à contaminer beaucoup de monde. Mais comme beaucoup de monde est vacciné, voilà, bon, ça peut, s'il résiste aux nouveaux variants, qui, attention, n'existent pas encore, hein, donc c'est vraiment des possibilités très peu probables, si j'ose dire. Possibilité très peu probable, oui, bon, c'est à peu près français, en tout cas je comprends. Donc ce second plan de rachat d'actifs, la vraie question qui va être posée à Christine Lagarde, notamment lors de sa conférence de presse aujourd'hui à 14h30, c'est est-ce que c'est moins 15 milliards, est-ce qu'ils vont finalement compenser avec le rachat d'actifs classiques pour soutenir les marchés. C'est-à-dire que je retire d'un côté et puis je maintiens au même niveau, j'augmente un petit peu mon rachat d'actifs. Donc c'est un petit peu ce qui est pensé par certains. On a le plan sur le Covid qui va baisser à partir de la fin de l'année. C'est ce qu'ils ont prévu au début janvier 2022. Et ça pourrait être compensé, si l'état de l'économie n'est pas génial, par un relèvement du programme, entre guillemets, classique. Bon, on verra bien, mais en tout cas, ça me paraît quand même un petit peu tordu de descendre un plan pour remonter l'autre. En tout cas, c'est ce qui est pricé, ce qui est pensé, c'est ce qui circule chez les investisseurs, chez les analystes européens. Donc attention, si j'ose dire, attention à la déception possible si la BCE est finalement droit dans ses bottes à la Juppé et dit je baisse, le Covid s'éloigne, les risques du Covid sur l'économie s'éloignent, je baisse mon plan sur
mon plan Covid d'intervention et je baisse aussi en fonction de l'évolution globale de l'économie. Le second plan, à mon avis, ça paraîtrait un petit peu plus logique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 13h45, on aura la décision sur les taux, mais aussi la BCE va publier ses prévisions actualisées à la fois de croissance pour la zone euro et d'inflation, très regardée, pour la zone euro. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a un risque historique. Non, j'en ferai vraiment une autre vidéo un jour. On a un risque historique d'avoir une faible croissance avec une inflation qui monte fortement. C'est tout à fait possible. Et là, c'est un scénario vraiment, c'est le pire scénario qui pourrait arriver éventuellement. Croissance faible et inflation forte. Donc inflation forte dit augmentation des taux et on rentre dans une spirale à nouveau. J'aime beaucoup le cercle vertueux keynésien, mais là c'est un cercle qui n'est pas vertueux, c'est un cercle morbide keynésien. Si on a l'inflation qui monte, on la contre avec l'augmentation des taux d'intérêt et qu'on n'a pas de croissance, on peut arriver en situation de stagflation. Et la stagflation, c'est pas beau pour 95% des gens. Voilà, pour les gens qui travaillent, c'est pas vraiment bon la stagflation. C'est plutôt bon pour les gens comme nous, en fait, qui ont des capitaux à investir. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que la stagflation, c'est à un moment une baisse des prix. Donc voilà, quand vous avez du capital, c'est plutôt mieux que les prix baissent. Et quand vous n'avez pas de capital, c'est plutôt mieux que les salaires augmentent. Et c'est un peu antinomique. On passe maintenant, vous avez mis les pouces? Je regarde. Ouais, pas très généreux ce matin. Allez, c'est pas grave. Je vous en relance une version. Allez, on met les pouces, on n'a pas peur. Et on y va pour l'analyse technique. Donc, 2 heures importantes aujourd'hui. On est sur la BCE, on en profite. Ce sera la journée européenne. 13h45, la décision de la politique monétaire européenne. Et 14h30, la conférence de Christine Lagarde va exposer les choses, répondre aux questions. Et c'est là où ça peut un petit peu secouer si elle n'a pas les réponses tout à fait adéquates. Je vous rappelle que être président d'une banque centrale, c'est avant tout et principalement rassurer votre argent. La monnaie vaut quelque chose. Voilà. Si jamais on pense le contraire, c'est un début de panique, de bank run, etc. On n'en est pas du tout là, hein, mais simplement pour vous dire que voilà, c'est avant tout un message rassurant. Mais Christine Lagarde est une personne qui est extrêmement, par rapport aux autres, à ce qu'on a pu connaître, beaucoup plus franche. C'est-à-dire que grosso modo, quand on était dans la merde, Mario Draghi nous disait ça sent la rose, et Christine Lagarde nous disait ça pue la merde. Voilà. Donc attention, ça peut bouger parce que Christine Lagarde n'est pas réellement une politique qui utilise, c'est pas qu'elle n'utilise pas les bons mots, mais je pense qu'elle a raison. Elle préfère dire la vérité et voilà, on a un problème et voici 1, 2, 3, 4, comment on agit dessus, plutôt que de nier le problème ou de dire oui mais bon c'est pas si important que ça, ne vous en faites pas, on est là. Elle est une personne qui est beaucoup plus active entre guillemets, donc ça pourrait aussi rassurer les marchés, mais bon, les gens aiment bien aussi qu'on leur mente et qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Bienvenue en saison électorale bientôt pour les Français. Là, tout le monde va être super heureux. La retraite à 60 ans, 59 même, si on veut être élu. Voilà, les promesses. Le problème, c'est que les gens votent pour les gens qui promettent des choses qui ne sont pas tenables. Et en plus, les gens qui votent pour les gens qui promettent des choses pas tenables savent en plus que c'est pas tenable. Voilà, par contre, être élu en disant vous allez en chier pendant les 20 prochaines années, il faut décider si vous vous sacrifiez pour vos enfants ou pas, c'est pas trop vendeur. Voilà, bon, mais on va quand même en chier, hein, quoi qu'il arrive. Analyse technique, c'est parti, on va faire les indices européens. Donc on voit hein, déjà, c'est du bien rouge. Là, on a une tendance baissière qui commence à s'installer et on le voit.
On le voit de manière extrêmement nette sur le CAC 40. Il n'arrive pas à tenir. Tentative de rebond. Bon, dommage, on n'a pas été taper la middle S1 mensuelle. Ça aurait fait vraiment une belle entrée. Mon alarme n'a pas sonné. Tentative de rebond, échec. Et puis, on continue à baisser au niveau de la middle S1 mensuelle. Ça, il ne faut pas rentrer sur les valeurs européennes, à mon sens, hein, vraiment par prudence. Le jour de la BCE, le jour où à 13h45 il donne les statistiques, les prévisions de croissance et d'inflation. Et seconde chose, ne pas trader avant 15h30 et même pendant 14h30, pardon, la conférence de presse, que c'est là où il se dit beaucoup plus de choses que le communiqué qui est un peu austère quand même de la BCE. Mais en tout cas, on est vraiment sur des phases de baisse. Et là, exemple, je ne me mettrai absolument pas à acheter un jour de BCE sur ce support-là. On peut le casser et aller direct foncer à 6006 ce matin. C'est une hypothèse, tout comme on peut directement rebondir et s'accrocher au plus bas de la semaine précédente. Mais c'est vraiment, entre guillemets, casse-cou. Voilà, repéré par votre travail des cartes. Alors un travail des cartes, on m'a posé la question. Pour être réellement sérieux, c'est au moins 1 heure tous les matins. Au minimum, vous pouvez les imprimer. Moi, bon, j'ai un autre ordinateur. Là, je vous parle avec un ordinateur. J'en ai un là et j'en ai un grand là avec 4 écrans pour trader. Et l'autre ordinateur, ça sert à rien que je vous le montre, vous ne le voyez pas, c'est mon ordinateur d'analyse en fait. Donc c'est là où j'ai toutes mes, toutes mes analyses techniques que j'ai fait en screenshot. Et comme ça, s'il est 14h30, là j'ai mes graphiques, je trade là en direct. Et c'est mon rappel, entre guillemets, de ma stratégie du jour sur les différents indices. J'ai juste à regarder et je revois tout de suite les zones que j'ai repérées. Bon, j'ai des flèches, j'ai des codes de couleurs et tout, mais je le vois directement. Alors, bien sûr, je l'adapte, entre guillemets, en temps réel, mais c'est super bon de l'avoir en permanence sous les yeux. Ça apprend la patience aussi. Je vais vous montrer, tenez, pour la patience. Je vais vous montrer mon trade sur Nasdaq. Voilà, mon trade sur Nasdaq, j'ai gagné 37 points ou 37 points et demi. J'ai acheté sous la middle S1 de la semaine. Voilà, j'ai acheté à peu près à 35. Donc j'ai acheté à peu près à ce niveau-là. Ça a bien rebondi et je suis sorti à... ça a monté jusqu'à 75 et puis ça a légèrement reflué. Et comme la somme était suffisamment conséquente pour moi, j'ai dit ok, merci, au revoir. J'ai encaissé et je suis retourné à mes développements de site web. Et autre petit problème technique sur les propagations de DNS, c'est absolument un enfer, mais c'est bon, ça marche. Donc voilà, le seul trade que j'ai fait, c'était un achat en dessous et vous voyez, il était bien ciblé entre guillemets. Bon, bah ça je l'avais sur mon graphique, sur un quart de mon écran pour le Nasdaq, souligné au marqueur jaune virtuel, en disant voilà. Et c'est important de l'avoir, c'est important de l'avoir sous les yeux. Pourquoi c'est important d'avoir sous les yeux? Ça me permet d'être beaucoup plus patient. Parce qu'il y a une différence. Avant, je griffonnais sur mon cahier mes zones où je voulais intervenir. Mais parfois je les loupais, c'est pas très visuel. Tandis que si vous avez un écran qui est dédié qu'à ça, si j'ose dire, j'ai l'ordinateur avec les écrans qui sont action et j'ai l'autre qui est réflexion. Quand vous l'avez en permanence sous les yeux, vous jetez un coup d'œil, vous dites ouais, c'est vrai, c'est cette zone-là, bah je vais peut-être attendre. Voilà. Et donc du coup, j'ai attendu. Alors moi, quelqu'un de super patient. De mémoire, je l'ai pris à la fermeture des marchés européens, il était 17h35. Mais en tout cas, le fait d'avoir ce graphique sous les yeux, avec c'est ici que tu dois intervenir si tu fais un trade aujourd'hui en day trading, voilà, le fait de l'avoir physiquement,
c'est comme un rappel de ce que je dois faire, et c'est beaucoup plus efficace, en tout cas pour moi, mais je pense à mon avis pour beaucoup de monde, que de l'avoir griffonné sur une feuille qui finalement on se force à la relire, c'est pas toujours bien écrit en plus, etc. Donc voilà, pensez-y, peut-être dédier un écran, pas forcément d'avoir un ordinateur, mais un écran supplémentaire qui est juste pour votre analyse que vous avez fait à l'avance. Il vous suffit juste de prendre des screenshots et d'épingler vos screenshots. Vous prenez ce graphique-là en screenshot. Bon, moi je le prends sur 15 jours, mais hop, voilà, mes analyses, je les fais sur 15 jours. Là, j'ai ça et je souligne, je souligne mes zones, j'écris, je le prends en screenshot, je le colle et c'est vraiment super efficace. Depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus patient et je ne prends que des trades que j'ai entre guillemets soulignés à l'avance. Mais c'est une heure de préparation, le matin. Nasdaq, donc là c'était le bon coup. Si on continue de descendre, alors le Nasdaq est celui qui essaie de mieux résister. Moi j'ai quand même cette zone là, allez, on va dire 15 475, le support 1S, cette petite zone là, pour un retour sur les 15 500. Si on casse les 15 500 au premier passage, là on a une possibilité d'avoir un rebond pour essayer de sauver les 15 500, de les réintégrer. Et dès qu'on a des bougies un peu sympathiques, on sentit que là j'hésiterai pas à rentrer. Voilà, c'est ce qui s'est passé là, j'avais repéré cette zone là. Là, il y a cette zone là. Et seconde zone, peut-être, même sûr, la plus intéressante, c'est le plus bas de la semaine précédente, mais il faudrait qu'on perde 1%. Donc il faudrait que le Nasdaq soit à moins 1,050, moins 1,50, 1,6 pour arriver sur cette zone-là, mais elle a aussi un gros potentiel. Vous remarquerez que je ne vous donne pas du tout des indicateurs si on se met à monter sur les résistances, parce que vous les voyez très bien. Je vous conseille de mettre des graphiques, notamment si vous êtes des traders, uniquement avec des supports, j'en ai déjà parlé, mensuels et hebdomadaires. Vous dégagez les 4 heures, vous dégagez les journaliers, du coup vous allez peut-être faire un trade, 2 trades dans la journée, mais c'est des trades qui auront au niveau des points pivots la probabilité de réaction la plus importante. Après, vous couplez ça, bien entendu, avec autre chose. Moi, j'utilise le RSI et le MACD. Là, vous n'avez pas mes vrais graphiques, entre guillemets. C'est pas mes graphiques où j'interviens pour trader. Ils sont un petit peu plus chargés, MACD, RSI, etc. Ça, c'est mon graphique, entre guillemets, d'analyse, un peu pédagogique pour repérer les zones et vous en faire part. Donc voilà, un jour je vous montrerai ma station de trading complète. Pourquoi je le fais pas? L'énorme problème, c'est que j'ai des écrans 5K, voilà, et que faire une vidéo avec des écrans 5K, vous ne verrez, et si en plus vous avez des écrans HD ou même Ultra HD, vous allez rien voir. Ça va être mais un timbre poste pour vous. Voilà, donc quand tout le monde aura des écrans 5K, bon, me connaissant, j'aurai peut-être un écran 8K et la problématique sera exactement la même. Donc voilà, c'est pas possible de faire des vidéos qui sont lisibles. Voilà, et déjà il n'y a aucun logiciel qui diffuse en 5K, le maximum c'est 4K, et il faudrait qu'en plus vous ayez un écran 4K pour voir en petit. Donc c'est vous dire le truc, mais je ferai peut-être un article en prenant des bouts d'écran. Mais voilà, c'est important de le dire. Ça c'est mes graphiques entre guillemets d'analyse et pas mes graphiques de trading actif. Mais c'est ça mes screenshots que j'utilise et que j'épingle tranquillement sur les graphiques. Le Russell 2000, vous voyez, je vous l'avais dit, c'est le plus faible. Voilà, c'est la bourse, c'est comme la lâcheté de la cour de récréation au collège ou à l'école primaire. Généralement, les gros cons que vous pouvez retrouver sur Twitter ou sur les réseaux sociaux merdiques, qui étaient déjà très cons quand ils étaient petits, qui restent très cons quand ils sont grands, s'attaquent aux plus faibles. La bourse, c'est exactement la même chose. Il faut s'attaquer en cas de baisse au plus faible, et le plus faible, c'est vraiment le Russell 2000. On le voit très bien là, regardez, le Nasdaq.
Le Nasdaq, il a essayé au moins de rebondir et il a plutôt eu un rebond sapin. Il a pris en amplitude une centaine de points à la clôture à 22 heures. Le Russell 2000, bah lui, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de tentative de rebond. Il s'est écroulé non-stop. Il a que des bougies rouges. Juste à la fin, il a essayé de se maintenir sur la zone des 2250 que je vous avais signalé. Et on voit que cette nuit, il n'y arrive pas du tout. Donc là, le Russell, c'est l'élément faible de la cour de récréation. Donc voilà, c'est le seul moment où on peut être lâche, entre guillemets, dans sa vie d'adulte, c'est en bourse. Et il vaut mieux taper les plus faibles et être à l'achat, se mettre du côté des plus forts. Voilà, faut être vraiment dans la tendance, entre guillemets, sur les marchés. Donc celui-là, ouais, il a une petite possibilité de se rattraper sur le point pivot mensuel, mais je pense que réellement sa zone, si ça continue à pas aller bien, si on a des mauvaises nouvelles, la seule zone qui pourrait réellement s'accrocher et avoir tentative de rebond, c'est les 2200, parce que c'est vraiment un niveau symbolique. Et on a le support 3 de la semaine qui est plutôt un support généralement qui réagit bien, le support 3 hebdo. Donc là, on a deux conjonctions de rebond possibles et surtout, on a une protection en plus avec la middle SA mensuelle qui est 10 points en dessous. Donc même si on casse les 2200, si on arrive sur les 2190, on a vraiment une belle possibilité de retour rapide sur 2200. Donc dans le pire des cas, si on est mal rentré, de sortir flat et d'essayer de remonter au moins sur 2215, 2220, voire le point pivot mensuel. Donc là, il y a réellement un potentiel de stop baisse au niveau de la middle S1 mensuelle sur le Russell. À voir bien entendu dans le contexte, si c'est Kaplan qui parle et qui dit des choses sur le tapering, ça peut ne pas tenir. S&P 500, même chose, hein, on voit là il est à nouveau sur les plus bas, il est 8h40, il est à nouveau sur les plus bas de la journée. On sent qu'il y a une possibilité de cassure et de rupture aujourd'hui. Là, alors on est toujours très très haut, hein, regardez sur une échelle, sur un mois, on est au sommet, mais regardez sur une semaine, la pente est vraiment très 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 nette. On retrouve la même chose sur le Dow Jones qui n'arrive plus à s'en sortir. Alors il a eu de beaux rebonds, hein, le Dow Jones hier sur le niveau que je vous avais indiqué, la middle S1 mensuelle couplée, regardez, je vais zoomer, hop, je vais zoomer comme ça, voilà, hop, ah c'est du direct, voilà, là comme ça on va bien voir. C'est exactement la même chose que je viens de vous décrire pour le Russell. Hier, regardez, middle S1 mensuel, donc belle possibilité de rebond, couplé à un support 3 de la semaine, qui est généralement des supports hyper efficaces et réactifs. Alors surtout si on a un contact, un mensuel pas loin, et regardez, on a été chercher à 10h, boum, rebond violent, on a été le chercher à 16h, rebond violent, 17h, rebond, 18h, rebond, et ça, c'est lié uniquement au support 3 de la semaine. Donc là, vous voyez, vous n'aviez pas ce point pivot sur futur sous les yeux, vous ne compreniez pas du tout ce qui se passait hier sur le Dow Jones 30, c'était impossible. L'info, c'est qu'il a pété dans la nuit de manière nette. Alors, les indices, bien entendu, asiatiques ont pas mal baissé, mais ça, c'est quand même l'info. Ce qui veut dire qu'il pourra peut-être essayer de tenter de le rattraper, de revenir sur ce contact-là, mais là, il y a une possibilité d'avoir une nouvelle vague baissière qui va nous amener sur les 34 750, le support 2 mensuel, pourquoi pas. Voilà. La seule chose, l'objectif de la journée pour les acheteurs sur le Dow Jones, ce serait de revenir, alors il y a du boulot, hein, revenir sur support 3 de la semaine, revenir sur la middle S1 mensuelle, sans qu'il y ait une nouvelle vague de baisse,
peut-être une nouvelle vague de baisse, mais repartir sur le plus bas la journée précédente, s'en affranchir et remonter pour sauver les 35 000 points. Ça, les 35 000 points, c'est vraiment quelque chose qui est important pour la continuation d'une tendance haussière sur le Dow Jones. Si ce soir, on n'a pas réintégrer les 35 000 points et surtout on ne se stabilise pas dessus ou au-dessus ou au contact à 20 ou 25 points près en dessous, ce sera vraiment un signe très négatif au niveau technique sur le Dow Jones. Les 34 750, 34 700 sont même pas sûrs de tenir. Il y aura du sport, hein. Il y aura du sport à ce niveau-là, il y aura de quoi se faire ses points. Pour les scalpers surtout, un petit peu les day traders courts, hein. Ce que j'appelle des traders courts, c'est les scalpers longs, quoi. C'est si vous tenez votre position un quart d'heure, une demi-heure, bon, il y aura de quoi manger, mais voilà, je ne me mettrai pas en swing dessus, hein, du tout. On a vraiment sur tous les indices cette tendance écrasante baissière. Je vais vite revenir parce qu'il est déjà 8h45 et je veux me préparer. Vite revenir sur le CAC 40, ça on l'a vu, je regarde le DAX 30, donc même chose, et au signe vraiment de baisse, là aussi sur le DAX, c'est qu'on a déjà cassé le plus bas de la veille, pas de rebond, on continue à s'enfoncer, on a eu un petit contact là sur le support mensuel, on a légèrement rebondi, mais c'est pas franchement folichon, donc on peut rebaisser beaucoup plus. Lui, ça va être son enjeu, ça va être préserver les 15 500 avec le plus bas du mois mensuel qui est à environ de 15 480. Donc là, on pourrait avoir un peu de combat, mais si jamais les acheteurs rendent les armes ici, qu'on continue à baisser, là ça peut faire très mal. Regardez, c'est pas du tout le début de baisse du Dow Jones, c'est déjà bien appuyé sur le DAX et on pourrait aller chercher les 15 200, 15 250. C'est pas inenvisageable du tout parce que là on se paye quand même deux belles bougies rouges assez conséquentes après 15 jours de stagnation. Donc là, voilà, on le voit, hein, on a eu nos 15 jours ici, vous les avez, de stagnation. Et là, on a vraiment une rupture nette. On a rebondi pile sur la zone que je vous avais indiquée hier matin. Là, sur le plus bas des 15 jours, on a rebondi pile. Bon, c'était pas bien compliqué, parce qu'il y avait le support 1 de la semaine et la middle SA mensuelle. On a rebondi et on a vu qu'on a bloqué, ou, comme par hasard, c'est pas un hasard, hein, sur le niveau des 15 750 au plus haut et à nouveau nouvelle vague de baisse. Donc ça c'est vraiment un marché qui est baissier et là il faut se rendre à l'évidence. On est passé maintenant sur un marché baissier. Ça commence à douter, ça commence à s'exciter chez les vendeurs. En tout cas, ce qui va être important, c'est justement l'intervention de Christine Lagarde aujourd'hui. C'est ça qui va décider en partie sur... excusez-moi, je me gratte parce que je me suis rasé tout frais et voilà. Alors, si vous avez un conseil de beauté pour un après-rasage, ce serait bien parce que là vraiment ça me gratouille terriblement. C'est du direct. Voilà, donc là ça va être important ce que va nous dire Christine Lagarde. Donc je vous dis prudence. Alors ça fait à peu près plusieurs mois que je vous dis on achète sur repli, on ferme les yeux, il n'y a quasiment pas de soucis, ça a super bien marché. Là maintenant je vous dis attention, hein, on ne fait plus ça. Il commence à avoir un basculement, un changement de... On est au début, hein, ça peut un changement de polarité depuis 48 heures, hein, surtout depuis hier que l'on a cassé comme cela des zones où on n'était pas descendu depuis aussi bas depuis le 19 août. Mes réactions, vous voyez, alors ça c'est oui, bon, je vous fais un mode rapide. Quand vous avez une réaction sur un support que vous avez repéré, un support fort, là vous voyez on a fait on va dire 618, 936, on a pris à peu près on va dire à la louche 300 points. Vous reprenez la même chose et vous vous dites si on a un peu moins de 300 points, on a pris 280 points, vous vous dites si on a un rebond, si déjà on fait la moitié de la puissance du premier rebond,
c'est pas mal, c'est même beau, c'est beau. Et ben c'est exactement ce qu'on a eu. On a fait à peu près en dessous de 15 600, on a bloqué à 15 750, donc on a eu un rebond de 150 points. Ici on a eu un rebond de 300 et on revient sur la même zone et on a un rebond divisé par 2, donc de 150 points. C'est pour ça que là c'était une zone de sortie. Et les traders l'ont effectivement bien sorti sur les 15 750. Et poum, on se reprend 250 points quasiment en ligne droite de baisse. Donc pensez à ça, c'est des mouvements qui sont assez classiques. C'est généralement ce que je fais. Je divise par 2, je me dis le potentiel maximum c'est ça. Donc potentiel maximum, on avait 150 points. Et par sécurité, je me dis on a un potentiel de rebond de 150 points. Je divise systématiquement par 3. Donc je me dis, si je me plante, il y aura un rebond de 50 points. Et je redivise par 2. Donc en fait, je divise par 6. Et je me dis, si je vais chercher 20-25 points, c'est beau. Je vous rappelle vraiment ce que j'avais énormément apprécié au contact d'un scalper japonais. Je rentre, je prends 10 points. Et si le cours s'envole de 100 points, c'est un excellent scalp. C'est un scalp sécurisé. Si je prends 10 points et que le cours monte de 12 ou 13 points, c'était un scalp merdique, pas du tout sécurisé. Grosso modo, notre objectif, c'est d'être un sniper, c'est de tirer à coup sûr. Et quand je veux chercher 20 points, 10-20 points sur le marché, en pensant qu'il y a un potentiel de 100 ou de 150 points, je ne prends pas beaucoup de risques. Je ne prends pas beaucoup de risques et je prends même le risque de me planter sur mon analyse et de gagner de l'argent. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je reviendrai dessus 8h50 et il faut que je me prépare. Allez, on va se préparer un peu ensemble. On va se prendre des bonnes ondes. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais voilà, en 3 coups, en quelques secondes, on commence déjà à se détendre. Portez-vous bien, plein de bonnes choses, et puis je vous tiens au courant pour les nouveautés. Demain, je les annoncerai, et puis lundi, on pourra passer en mode, tiens, vous m'avez pas vu, tiens, voilà, en mode, vous voyez, là, je suis un peu rouge, hein, ouais. Si vous avez des conseils pour éviter le feu du rasoir, ce serait très bien. Voilà, c'est la chaîne Men Trading. On se donne plein de conseils de beauté, les garçons. Sur ce, portez-vous bien. Ciao!